pour cette dernière conférence du cycle stratégique de la chaire, qui est consacrée, comme la précédente, à l'exploration d'une seconde thématique, qui est celle des fonds sous-marins. Chaque année, on prend une dimension, et cette année, c'était la dimension sous-marine. Alors, la fois dernière, l'amiral Guillaume avait fait le lien, je dirais presque tout trouvé, entre la problématique des espaces sous-marins et les enjeux stratégiques qu'elle comporte, avec ce qui était notre sujet de l'année, les enjeux stratégiques russes. Donc il l'avait fait notamment en orientant son propos ou en articulant son propos autour, je dirais, du développement de la stratégie sous-marine russe. Là, d'une certaine manière, c'est les Russes qui nous donnent presque une occasion d'actualité avec la tenue, le 30 mars, il y a quelques jours, de leur forum arctique, et montrant encore combien la fonte des glaces ouvre à la fois de nouvelles routes maritimes, mais aussi va faciliter l'exploitation d'importantes ressources, notamment pétrolières et gazières. Et nous en arrivons donc au sujet de ce jour, de cette conférence consacrée à, je cite, « maîtriser l'espace sous-marin de la connaissance à l'intervention ». Et pour animer le débat de ce soir, 3 conférenciers, 3 participants qui vont intervenir chacun à leur tour, puis ensuite débattre. D'abord, le contre-amiral Bernard-Antoine Moriot de Lille à ma gauche, qui est aujourd'hui sous-chef d'état-major opération aéronavale au sein de l'état-major de la marine depuis septembre 2016, qui a eu déjà une longue carrière au sein de la Royale, après une entrée à l'école navale en 85, le CHEM, le commandement d'un certain nombre de bâtiments. Comme toujours, on commence par des bâtiments plus petits, la Boudeuse, stationnée à Mayotte, mais aussi, et là c'est la carrière du sous-marinier, le commandant de SNA, le Casablanca, le Saphir, et puis SNLE, Téméraire et Vigilant, et vous verrez qu'en cela, il y a une partie de la carrière qui se ressemble entre celle de l'amiral Moriot de Lille et puis l'amiral Chaplet. Il a plus récemment commandé les forces armées en Polynésie. Donc je le remercie d'être là avec nous. Alors ensuite, vous m'avez perturbé, donc qui intervient après, c'est finalement l'amiral Chaplet. Non, c'est bien Alexis. Alors Alexis qui est directeur général de Thales Underwater, a lui été après des études à Normal Sup, à l'ENA, était un brillant conseiller des affaires étrangères. Il a, vous le savez, participé aux commissions du Livre Blanc, celle de 2007 et celle ensuite de 2013. Il a été conseiller à l'ambassade de France aux États-Unis. Il a été conseiller du président de la République, notamment en charge des dossiers politico-militaires et de la sécurité. Puis il a rejoint Thales en 2013. Vous savez que Thales est aussi un soutien de la chaire. Je dirais, pour avoir travaillé brièvement, trop peu avec lui, que c'est sans doute un des esprits les plus avisés. Et aujourd'hui, il viendra dans ce nouveau domaine de compétences, pas simplement stratégique, mais dans ce domaine de compétences maritimes, nous apporter un éclairage. Oui, alors effectivement, voilà. Et puis, alors, l'amiral Éric Chaplet, qui a décidé d'intervenir en dernier. J'ai respecté, parfaitement démocratique, voilà votre choix collectif, qui est conseiller aujourd'hui de M. Guillou, qui est le président de DCNS et directeur marketing de cette entreprise. Alors, avant cette carrière, c'est assez intéressant parce qu'on a un fonctionnaire qui est devenu un industriel, un militaire qui reste militaire, on y compte bien, et puis un militaire qui aborde une seconde carrière dans l'industrie, après un parcours d'obstacles, je le disais, qui ressemble furieusement à celle de l'amiral Moriot de Lille, entré à l'école navale, auditeur au CHEM. Alors lui, il avait commandé un engin de débarquement en Nouvelle-Calédonie, c'est ça? Vous étiez jeune. Hein. Puis après, commandant du SNA Émeraude, du SNLE Téméraire, a mis en place et animé le centre de concept et doctrine de la marine. Il a été inspecteur des armements nucléaires. Vous le savez, c'est un poste qu'a notamment tenu l'amiral Lausier, que vous aviez, qui était intervenu ici, que vous voyez souvent
dans nos contributions et ce poste qui est rattaché au président de la République. Il a été adjoint au chef d'état-major des armées et puis, après avoir été inspecteur général des armées, cela dû aux armes et cette reconversion vers l'industrie. Voilà, j'ai fait à la fois la présentation du thème, la présentation de nos intervenants. On n'a pas trop de temps maintenant pour les entendre. Si l'on veut, d'abord qu'ils puissent un peu échanger entre eux, et puis surtout passer, c'est l'habitude, vous le savez, aux questions de la salle en y consacrant au moins une demi-heure. Je vous remercie et je vous passe donc la parole, Amiral. Merci beaucoup, Monsieur le Secrétaire général. Alors, si par nuit claire, on soulève ou on regarde, on quitte son smartphone, on va retrouver l'immensité des astres, on va trouver des planètes et on va avoir un milieu fascinant qui est l'espace. Alors il y a un autre milieu qui, moi, m'a tout à fait fasciné, qui est parfois un peu oublié, mais qui est très proche de nous, c'est la mer et plus particulièrement l'espace sous-marin. C'est un espace de liberté, mais une liberté que d'aucuns voudraient peut-être pas obligatoirement réduire, mais au moins réglementer. Les grandes profondeurs, premier axiome, sont peu connues. Ainsi, seulement 5 à 10% des fonds sous-marins sont cartographiés de manière précise. Et on estime que 1600 espèces marines sont découvertes chaque année. Et finalement, on en arrive au paradoxe, pour revenir à l'espace, qu'on connaît bien l'espace proche que les fonds sous-marins. Les espaces sous-marins sont aussi probablement, pour l'instant, peu exploités. Ils sont peu utilisés, au-delà de quelques applications singulières. Alors on pense tout de suite au pétrole offshore dans les grandes profondeurs. On pense aussi à des applications plus récentes, les gliders. Les gliders, c'est des espèces de petits engins qui, par eux-mêmes, se déplacent. On pense aussi aux drones sous-marins. On pense également, bien sûr, et ça, je pense que l'amiral Louis Michel vous l'a détaillé dans toutes les largeurs, aux sous-marins qui peuvent être civils comme militaires. Alors pour conserver notre liberté d'action, notre autonomie d'appréciation, notre autonomie de décision, mais aussi bien sûr pour protéger notre souveraineté sur ces zones économiques exclusives de, vous savez, un peu moins de 12 millions de kilomètres carrés, eh bien il va falloir connaître ces environnements sous-marins, et il va falloir probablement y intervenir, et c'est la seule garantie de notre souveraineté. Alors, dans un contexte géostratégique tendu, la sûreté de nos espaces et plus largement la sûreté de la haute mer constitue un défi majeur face à de nombreuses menaces et activités illicites. Alors, j'aborderai avec vous tout d'abord la menace, mais sous un aspect bien particulier. Qu'est-ce que j'entends par maîtriser un espace sous-marin? Ensuite, on regardera l'enjeu de la connaissance et les moyens d'intervention. Alors la maîtrise des mers a fait l'objet de bien des théorisations qui reviennent souvent au précepte des origines. Celui qui commande sur mer commande partout. Mais alors comment le comprendre pour les espaces sous-marins qui ajoutent la troisième dimension à celle de l'immensité des océans? Une maîtrise parfaite, en tout temps, en tout lieu, me semble totalement illusoire. Déjà, l'analyse des engagements passés ont démontré que ceux qui l'avaient imaginé, cette maîtrise totale, en étaient rapidement revenus. Au cours de la Première Guerre mondiale, vous savez qu'au départ, lorsque nous avons eu des pertes importantes dans nos flux de ravitaillement, il était envisagé par nos stratèges d'avoir la maîtrise, ne serait-ce que des routes commerciales, que des routes de nos transits. Très rapidement, ils en sont venus à la solution de l'escorte des convois, c'est-à-dire la maîtrise très parcellaire, un temps donné pour une mission donnée, de l'espace, et c'était l'espace en surface. 30 ans plus tard, vous avez à peu près la même stratégie, les mêmes opérations, et qui en arrivent aux mêmes conclusions. Alors on peut prendre des exemples plus près de nous, sur par exemple la lutte contre la piraterie en océan Indien dans le golfe de l'Aden. Elle a été gagnée par des opérations à terre, elle a été gagnée par des équipes sur les bâtiments de surface, et les bâtiments marchands. Elle a été gagnée par des procédures qui ont été imposées à nos flottes. Elle a été gagnée par le contrôle naval volontaire, c'est-à-dire la volonté de faire se reporter nos bâtiments de surface pour qu'on sache exactement où il faut porter l'effort. Donc, au sein des espaces sous-marins, eh bien, ce principe est encore valable, mais il est renforcé
par l'opacité du milieu. Hors de quelques lieux bien spécifiques par leur géographie, il va s'agir pour le marin des profondeurs, suivant le principe de la concentration des efforts, d'obtenir la supériorité locale dans le temps pour la réalisation de sa mission. Alors certes, vous allez me dire, vous n'allez pas être téléporté sur ces lieux d'intérêt, donc il est obligatoire, et cela présuppose la liberté d'accès, la liberté de l'accès au lieu de l'opération. On occupe les espaces sous-marins uniquement pour y mettre en œuvre une stratégie, pour élaborer des manœuvres et pour obtenir une supériorité tactique, temporaire et temporelle. La mer est donc un espace de liberté et si on la compare aux espaces sous-marins, les espaces sous-marins sont des espaces de liberté au carré. Alors je vais essayer de le développer. Quand on parle espace sous-marin, ou en tout cas moi, quand je pense espace sous-marin, je pense liberté, je pense impunité, je pense secret, je pense clandestinité. Alors, si vous avez du mal à apprécier cela, prenons la comparaison avec la cyberdéfense. Ça, c'est un domaine qui normalement est familier à tous, et pourtant c'est la même chose. Qui comprend la cyberdéfense comprend les espaces sous-marins. La cyberdéfense, comme le monde des sous-marins, est un espace de liberté qui peut être extrêmement opaque, malgré une impression totalement contraire. Tout y est si facilement accessible. C'est aussi un espace stratégique où se déroulent des conflits, des attaques. On peut aussi s'y cacher, on peut y usurper l'identité d'un confrère, et sa maîtrise est complexe, sinon impossible. Alors il y a une grosse différence quand même, il y a l'accessibilité. L'accessibilité au domaine sous-marin est complexe, extrêmement cher, et donc ce ne seront pas exactement les mêmes acteurs que l'on retrouvera, mais il y a beaucoup de similitudes. Alors, qui cherche actuellement cette maîtrise des espaces sous-marins ? Eh bien, très naturellement, en premier lieu, les États, pour préserver leur souveraineté tout d'abord, pour connaître leur environnement immédiat, pour éviter les activités illicites à caractère civil ou militaire. Aujourd'hui, on assiste, je pense que l'amiral Guillaume vous en a beaucoup parlé, à une course aux armements dans le domaine sous-marin. Après la conquête de l'espace, la guerre des étoiles, on a la guerre sous-marine. On observe un grand nombre de pays accéder au monde sous-marin, en tout cas militaire. Vous avez les vieux pays qui se modernisent, la Russie, les États-Unis, la France, le Pakistan. Vous avez des nouveaux accédants, la Malaisie, l'Australie, d'autres encore. Les acteurs civils hors défense sont eux essentiellement regroupés autour de la recherche minière et de son exploitation et des télécommunications, avec notamment le développement des câbles sous-marins. On rencontre en fait bien peu d'ONG. La raison, c'est celle que je vous donnais tout à l'heure, c'est que le ticket d'entrée dans le monde sous-marin est extrêmement élevé. En fait, vous avez très peu d'hommes qui sont descendus, par exemple, à des immersions de l'ordre de 4000 mètres. 4000 mètres, c'est la profondeur moyenne des océans. C'est aussi une des raisons, ces histoires de coûts, qui conduisent à la persévérance dans l'effort du développement d'une force sous-marine. On ne s'improvise pas expert dans le monde sous-marin. Il faut une longue préparation, une coopération extrêmement fine entre les éléments étatiques, scientifiques et industriels. La maîtrise des espaces sous-marins passe tout d'abord par la connaissance physique du milieu. Alors cette dernière, très naturellement, elle a lieu au travers de services et d'instituts océanographiques. À l'origine, ils étaient souvent liés, rattachés
à des grandes marines. C'est donc assez naturellement qu'on s'est d'abord intéressé à la cartographie et à l'hygrographie. Ce n'est que par la suite qu'on a touché l'étude des ressources marines vivantes, notamment pour des besoins dans la pêche ou dans l'étude géologique des fonds sous-marins. Alors la France est assez bien dotée. La France dispose tout d'abord du CHOM, le service hydrographique et océanographique de la marine, qui, je ne sais pas si vous connaissez, œuvre depuis 1720. Le CHOM est une entité extrêmement ancienne, qui a su survivre et s'adapter et qui est toujours pertinente compte tenu de notre méconnaissance même de la nature même et du relief des fonds marins. La France dispose également de l'IFREMER, l'Institut français de la recherche et de l'exploitation de la mer, qui en plus d'être un institut de recherche, possède, et c'est une de ses particularités, ses propres vaisseaux, ses propres bateaux, sa propre flotte. Elle a ainsi des submersibles qui peuvent accéder jusqu'à 6000 mètres de profondeur. Je vous ai dit que 4500 mètres, c'était le fond moyen des océans. Les bateaux de l'IFREMER permettent d'aller à 6000 mètres. Soit ils sont habités, il y en a un que vous connaissez peut-être, c'est le Nautile, soit ils ne le sont pas, c'est ce qu'on appelle des ROV. Il y a le ROV Victor 6000. Grâce à l'IFREMER, on a accès à 97% des fonds marins. On se rapproche du 100%. En parallèle, la recherche océanographique française est clairement pionnière dans l'exploration des espaces maritimes et des grands fonds marins. Elle dispose d'une expertise qui est assez reconnue, vous la trouvez dans tous les forums. Et c'est pour ça que le ministère de la Recherche, pour la rendre encore plus visible, a décidé de regrouper au sein de ce qu'on appelle la flotte océanique française tous les bâtiments océanographiques dont nous disposons, c'est-à-dire ceux de l'IFREMER, mais aussi ceux du CNRS, de l'Institut Paul-Victor et de l'IRD. Cette flotte regroupe maintenant tous les bateaux hauturiers pour en coordonner l'activité. Voilà pour ceux qui flottent. En parallèle, la connaissance est aussi acquise par des moyens dans l'espace. L'espace ne permet pas de connaître intimement les fonds marins, mais permet dans certains cas, lorsque la profondeur est peu importante, de l'ordre de 50, 60, 70, 100 mètres maximum, d'avoir déjà une cartographie assez grossière, mais utile des fonds marins. Ensuite, on utilise l'espace pour récupérer, mais Alexis en parlera mieux que moi, les éléments de sonde que vous lancez et qui vous permettent donc d'avoir des éléments intéressants sur l'environnement et sur son fonctionnement. Donc il ne faut pas oublier dans la recherche des fonds marins l'espace. Mais enfin, après la recherche, vous avez l'organisation de la connaissance physique et scientifique qui passe donc par des organisations intergouvernementales. Alors sans vous les égrener toutes, vous avez l'Organisation hydrographique internationale, l'OHI, ou la Commission océanographique intergouvernementale, le COI de l'UNESCO. Mais dans ce domaine-là aussi, il reste beaucoup à faire. L'Institut de recherche et de développement, l'IRD, considère ne connaître que 10% de l'écosystème intralagonaire de Nouvelle-Calédonie, par exemple. Or, vous savez que de l'étude de ces molécules que l'on découvre, on peut réaliser de nouveaux médicaments, on soigne mieux le cancer aujourd'hui grâce à ce genre de découverte. Donc, au fond des lagons sont souvent cachés les nouveaux médicaments. Maintenant sur le régime juridique de la recherche scientifique maritime. Il est assez représentatif du triptyque liberté, souveraineté, coopération. En effet, la recherche scientifique maritime est tout à la fois considérée dans la Convention de Montego Bay comme une préoccupation d'intérêt général pour la communauté internationale, ainsi
tous les États et les organisations internationales ont le devoir d'encourager et de faciliter le développement de cette recherche et donc de coopérer ensemble dans ce domaine. Mais elle est aussi considérée comme un enjeu stratégique pour les États, en ce que la Convention de Montego Bay leur reconnaît en particulier le droit d'exercer un contrôle sur l'activité de cette recherche dans leurs eaux. Alors en haute mer, c'est bien sûr le principe de liberté de la recherche qui prévaut, et tout État ou organisation internationale est libre d'immuner les activités qu'elle le souhaite, du moment qu'elle respecte le principe général est de mener ces activités à des fins pacifiques. Il ne doit pas être atteint à l'usage légitime de la mer. Maintenant que je vous ai rapidement brossé un énorme panel extrêmement généraliste de la connaissance générale des fonds sous-marins, celle qui va m'intéresser à moi, c'est une autre connaissance. Bien sûr, j'ai besoin de la première, mais j'ai besoin surtout de la deuxième, c'est-à-dire connaître sous l'angle stratégique. Connaître son environnement pour optimiser la performance de nos senseurs, si je suis un chasseur. Connaître son environnement pour identifier mes objectifs au sein de la multitude des acteurs qui opèrent en mer, c'est-à-dire sélecter, traiter. Connaître son environnement et savoir le prédire avec précision pour mieux me dissimuler si je recherche la plus grande discrétion. Il va donc me falloir connaître la nature, la densité des trafics maritimes, mais aussi l'usage que chacun fait du monde sous-marin. Il faut acquérir également du renseignement sur les forces aéromaritimes. Donc tout ça revient à contrôler les flux maritimes. Parce que sans contrôle des flux maritimes, il n'y a pas liberté d'action, encore moins de décision. Alors de quels moyens je dispose ? Les moyens étatiques sont assez diversifiés. On peut parler des satellites, on peut parler des bâtiments de surface, des sous-marins, mais aussi des centres experts et des hommes à terre. Alors je vais vous rappeler quelques vieux centres qui sont toujours en œuvre et qui ont participé à cette conquête. Il y a bien sûr le Cefismer. Pour les plus jeunes, c'est la cellule plongée humaine et d'intervention sous la mer de la marine. Sa mission est de développer de nouvelles solutions liées à la pratique de la plongée sous-marine. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le Cefismer, je pense qu'ils connaissent Jean-Yves Cousteau. Ils connaissent peut-être Philippe Taillez et Frédéric Dumas, qui étaient surnommés les mousquetaires des mers. Ils sont à l'origine du GRS, le groupe de recherche sous-marine, qui est l'ancêtre du Cefismer. Le premier scaphandre autonome, l'étude de la physiologie humaine sous la mer, les premières tables de plongée, eh bien c'est eux. Le déminage des ports et des côtes françaises à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, c'est eux aussi. Le GRS participa ainsi en 1948 aux expériences dans le domaine des bathyscaphes. Puis dans les années 70, il participa avec la COMEX à la mise au point de mélanges de gaz respirables permettant à des scaphandriers de travailler à des profondeurs de l'ordre de 2 à 300 mètres, voire 500 mètres. Bon, j'ai cité quelques noms de militaires pour vous montrer que les militaires aussi, dans le domaine de l'exploration, avaient et ont encore leur place. Alors, in fine, pour moi, si la mer est bien sûr un espace, un réservoir de ressources naturelles, c'est pour moi un espace de projection. C'est un espace d'expansion pour les puissances maritimes. Le régime de la navigation sous-marine, fixé par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, ne méconnaît pas le principe de liberté en mer. Mais en fait, il va le restreindre dès lors que les compétences de l'État côtier se renforcent. Ainsi, un sous-marin, pour que son passage soit considéré comme inoffensif, devra transiter en surface, dans les eaux sous souveraineté étrangère, dans les mers territoriales et les eaux intérieures. Le sous-marin est alors tenu d'aborder un pavillon et se voit rejoindre le régime général des navires de surface. La mer demeure un espace d'intervention
est un domaine où s'expriment les rapports de force entre États. La volonté d'expansion en mer se manifeste sous diverses formes. Elle est ouverte ou masquée et elle génère généralement des tensions. Ces tensions peuvent vite prendre de l'acuité lorsqu'elles se cristallisent autour des zones maritimes resserrées ou dans les passages plutôt resserrés. C'est ce que vous observez aujourd'hui en mer de Chine ou dans certains détroits. Donc, le plus connu, c'est Hormuz. Les espaces sous-marins revêtent un intérêt stratégique à tous ces égards en raison de l'extraordinaire liberté de manœuvre qu'ils autorisent. Dans ce contexte, les flottes sous-marines ont une importance déterminante dans les rapports de force entre puissances, compte tenu de la variété des missions qui vont pouvoir leur être confiées. Acquisition du renseignement, surveillance des mouvements maritimes, contrôle aéromaritime, déploiement de forces spéciales, dissuasion. Le sous-marin, je ne sais pas si l'amiral Guillaume est allé dans ces détails, tire son avantage bien sûr du milieu. Car au-delà des très faibles distances, le milieu reste totalement opaque à toutes les formes d'investigation, autres que les ondes sonores. Toutes les études effectuées jusqu'à présent démontrent que ces limites physiques vont évidemment perdurer et resteront efficientes. Les plus performants de nos sous-marins atteignent dans certaines conditions un niveau de bruit qui est inférieur au bruit de la mer. C'est-à-dire, pour détecter un sous-marin, il faudrait presque écouter un moment de silence dans du bruit. C'est l'équation inversée. Même si les systèmes de détection anti-sous-marine continuent d'évoluer, il est assez admis, sans grand risque, que cette opacité, qui est donc le résultat de lois physiques, va perdurer pour longtemps. Donc le sous-marin restera un objet extrêmement difficile à détecter, difficile à localiser, et donc une arme redoutable. Alors vous avez des civils qui les utilisent de manière assez courante et assez bien, c'est les narcotrafiquants. Les narcotrafiquants ont utilisé au départ des petits submersibles pour rallier généralement la Colombie aux côtes sud de la Floride. Et puis ils en sont venus à des véritables sous-marins de construction assez artisanale, armés par presque des sous-mariniers, qui utilisent parfaitement ce qu'on appelle la bathythermie, c'est-à-dire les différences de couches d'eau des océans, qui perturbent donc la propagation des rayons sonores, et on dénombre chaque année plusieurs dizaines de ces sous-marins que nous récupérons. Alors qu'est-ce que l'opérationnel que je suis va demander à ces industriels ? Je vais leur demander l'avantage dans tous les domaines. L'avantage acoustique, pour détecter avant moi-même de l'avoir été. Je vais leur demander l'avantage dans le domaine du porteur, afin d'être plus mobile, afin d'être plus rapide, afin de pouvoir durer à la mer plus longtemps. Je vais leur demander, dans le domaine des armes, de pouvoir engager l'adversaire avant que celui-ci ne le fasse. En 2 mots, je vais lui demander qu'il me donne l'outil de la victoire. Merci beaucoup. Merci, Amiral.